Il est possible que dans le dernier épisode, j'ai dit que le remake du film qu'on verra aujourd'hui était meilleur que l'original. Flashback. Et ça, bien entendu, c'est un nouvel exemple de ma capacité à ouvrir mon auguste claque-merde avant de regarder les deux films. Donc, il faudra prendre cette affirmation avec des pincettes. Le film, c'est The Longest Yard. C'est un film sur le football américain. Donc, en plus, ça fait que cet épisode va s'inscrire dans la sous-section En route vers l'élite. Même si avec les Falcons de Villeurbanne, on n'est plus en élite. Cette émission part vraiment en latte. Donc je vous fais le topo, j'étais en train de réfléchir à la manière de renommer cette sous-section. RVD2 non, c'est à chier. Mais dans le même temps, j'avais de moins en moins d'énergie à consacrer à la chaîne, puisqu'en parlant des Falcons de Villeurbanne, je me suis engagé plus intensément avec le bureau exécutif pour l'organisation de la saison, mais aussi pour la refonte de leur chaîne YouTube. Donc j'ai fait pas mal de vidéos pour eux sur la chaîne Team Falcons, que je vous encourage à aller voir, surtout celle où je fais la découverte d'un institut de cryothérapie façon 2000 ASMR. Vous allez voir, c'est une expérience. Et en parlant d'expérience, c'était pas tout à fait gratifiant, puisque lorsqu'il s'agissait d'aller sur le terrain, on était en belle infériorité vis-à-vis de nos adversaires. Alors ça, je précise que c'était à l'époque où j'avais bouclé le script de cet épisode, et cette intro, je ne la tourne qu'après avoir édité le corps de l'épisode. Qu'est-ce qui a changé entre temps ? Déjà, la saison de nos rivaux se passe beaucoup moins bien que prévu. Du coup, j'ai rangé au placard un chambrage moisi à base de trophées de la D2. Mais surtout, la saison, elle a été annulée pour cause de coronavirus, ce qui fait que j'ai largement le temps de me remettre à mes vidéos personnelles. Et d'ailleurs, ça me donne aussi l'occasion de dépoussiérer un peu mon générique. Alors c'est parti! Du coup, je vous refais pas l'intro, c'est parti pour l'analyse des deux The Longest Yard. Et les spectateurs les plus assidus remarqueront qu'on avait déjà présenté le remake en termes assez juvéniles. Et puis, pour nos amis puritains, il faut préciser que le football américain, c'est un sport de détraqués sexuels. Enfin, surtout si on le regarde en québécois. Drew va se voiler à Deacon Moss et il est arrêté à la ligne de 17 pour un gain de 18 verges. Et c'est un premier jeu. Et bien sûr que le sujet va retomber sur la table, mais pour commencer, on va faire l'original. Donc, The Longest Yard, sorti en 1974 et dont le titre a été traduit en plein la gueule, ce qui est pas vraiment informatif, raconte l'histoire de Paul Crewe, joué par Burt Reynolds, une superstar déchue de la NFL et bannie de compétition après avoir truqué un match, qui se retrouve en prison pour un vol de voiture suivi d'outrage à agent et qui se voit forcé de construire à partir de rien une équipe de football américain remplie de ses co-détenus afin d'affronter l'équipe composée de leur propre gardien qui, elle, veut se faire la main sur du menu fretin. Rejeté au premier abord, il va finir par gagner la confiance du groupe avant de réaliser l'impossible, à savoir battre l'équipe des gardiens qui est pourtant un challenger en ligue semi-professionnelle. Et c'est sans aucune honte que je vous spoile la fin du film parce que rien qu'avec le prémisse vous aurez pu deviner tout ce qui se passe dedans. En tant que tel, il se laisse regarder. Il est loin d'être mauvais, mais ce qui est sûr c'est que malgré ses 81% de critiques favorables sur Rotten Tomatoes, en 2020 le concept est totalement éculé. Oui, peut-être que les gardiens sont plus brutaux que les détenus. C'est plus très original dans une époque où Orange is the New Black a eu 7 saisons pour parler de ça en détail. Oui, peut-être que c'était frais comme idée, le fait que le héros trahisse ses compagnons avant d'avoir un soudain revirement de cœur. Mais aujourd'hui, ça a été fait 10 000 fois et surtout ça a été moqué 10 000 fois. Oui, c'est vrai que c'est très audacieux d'utiliser le mot nègre, en particulier pour un film américain où encore aujourd'hui son utilisation est sensible. Maintenant, tu sais ce que c'est que de travailler comme un nègre. Comment tu trouves ça? Ah, on se fait à tout. Mais ça perd un tout petit peu de son impact quand on sait que Chris Rock, qui pour rappel joue dans le remake, a pu faire carrière avec un sketch qui parle que de ça. Hey, I love black people,
En fait, Plein la gueule me fait étrangement penser à un film bien de chez nous, sorti également en 1974, Les Chinois à Paris, une comédie de Jean-Yann qui ne m'a pas fait rire une seule fois parce que la blague principale et récurrente, c'est que les Français pendant la guerre pouvaient être des collabos. Un cheval de bataille presque tabou à l'époque, mais pour moi qui étais élevé par des films comme Papy fait de la résistance, c'est pas particulièrement acéré comme critique. Et je ne parle pas de la résistance intérieure, qui s'organise. J'en parle pas parce qu'il y a trop d'oreilles ennemies dans le secteur. Mais si je voulais, j'en dirais des choses. Et elle foutrait la pétoche à plus d'un. La subtilité. Jean-Yann. Et c'est tout le problème de Plein la gueule. Le film a bientôt 50 ans et j'ai l'impression de perdre un énorme bout de contexte qui rend la soupe un poil fade. On peut pas s'en moquer parce qu'il est pas mauvais, on a juste du mal à reconstituer le contexte. Parce qu'on trouve des acteurs qu'on n'a jamais vus nulle part ailleurs, dont la filmographie est très mal documentée sur internet, et qu'on a un boulot et la flemme accessoirement. Bref, le temps qui passe n'a pas été gentil avec Plein la gueule. Alors, bien entendu, peut-être qu'on pourra dire la même chose du remake, et d'ailleurs, du haut de ses 15 ans, on peut déjà le dire, pour certains aspects. Mais ça, on y reviendra. Mais rien que dans son casting, on constate que le remake, qui a comme titre français Mi-temps au mitard, est un film qui se veut allier légèreté et expertise. Outre Adam Sandler et Chris Rock qui ont leur nom à l'affiche, et Burt Reynolds qui revient au casting dans le rôle du vieux coach, qui d'ailleurs porte le même numéro que l'original, c'est certes pas super méticuleux comme détail, mais au moins Sandler a pensé à ça. On retrouve Michael Irvin, Terry Crews, Bob Sapp, Brian Bosworth et Bill Romanowski, des acteurs qui ont joué en NFL à un moment de leur vie. On peut aussi retrouver d'anciens catcheurs comme le Grand Khali, Steve Austin ou Kevin Nash. Loin de moi l'idée d'insinuer que les acteurs de la version 74 n'y connaissaient rien au football américain, ce serait immensément hypocrite de la part d'un Français. Mais le remake emploie des acteurs qui ont soit été d'anciens pros, soit des gens dont le métier est de se mettre sur la face le plus photogéniquement possible. Parce que oui, le catch c'est du chiquet, mais on oublie souvent de préciser que c'est le chiquet le plus élaboré de la planète. Et en complément des athlètes, on peut également retrouver des personnalités liées à la diffusion médiatique du sport aux États-Unis, comme cette batterie de reporters qui ont tous couvert la NFL pour ESPN, avec comme leader le présentateur Chris Berman, dont c'est pas le premier film où il joue son propre rôle. Et je suis à peu près sûr d'avoir déjà vu cet arbitre officier un vrai match NFL. Après révision des images, il s'avère que cet homme n'est pas un arbitre NFL, mais bien l'acteur Tim Crowley, qu'on peut retrouver dans la série Friday Night Lights en tant que coach assistant, mais aussi dans le film Friday Night Lights en tant qu'arbitre. Par conséquent, même si on est bien dans le thème, l'affirmation est refusée, Pires perd un temps mort ainsi que l'occasion de fermer sa gueule. Bref, là où je veux en venir, c'est qu'une grande partie du casting n'est pas acteur de métier, et pourtant ils s'en sortent plutôt pas mal, parce qu'ils ont l'expérience vis-à-vis du sujet du scénario, mais aussi, fait important, que pendant les 30 ans qui ont séparé les deux films, la NFL c'est devenu un vrai spectacle. Et pour l'illustrer, j'ai pas besoin de sortir des matchs d'archives, les deux films simplement suffisent. Le dernier acte de l'original a la caméra coincée en vue de dessus pendant une bonne demi-heure, parfois entrecoupée du même plan dans un huddle, ou parfois, et encore c'est assez rare, la touche. C'est très peu varié et ça devient assez vite chiant. Comparez ça avec le remake qui a absorbé toutes les techniques de tournage des matchs modernes, du zoom sur la balle en l'air à l'utilisation de plusieurs caméras avec ralenti qui peuvent capturer n'importe quel angle. En conséquence, il n'y a pas un seul plan qui se ressemble dans le dernier acte du remake. Et une fois de plus, l'original est vraiment victime de son époque. Après, le remake a également la force de laisser les images parler d'elles-mêmes. J'en veux pour preuve la mise en scène de l'enterrement d'un des détenus, où l'original fait une procession bien lourde avec le sermon et le jugement de Dieu et tutti quanti. Oui, une fois de plus, je sais pas si c'était déjà éculé en 74. La terre à la terre, les cendres aux cendres, la poussière à la poussière. Alors que le remake casse le rythme du film et y intercale une scène sans dialogue qui renforce justement le côté solennel. Après, l'amélioration technique permet aussi d'améliorer les petites failles scénaristiques sans avoir à tout remodeler. Exemple,
En tout début de match, Lobo Sébastien se place en défense et son attention est attirée par un gardien qui s'avère être celui qui lui fait des misères au quotidien, comme vu plus tôt dans le film et rappelé par un court flashback. Ça, c'est un petit ajout au scénario de la part du remake, soit dit en passant. L'original est bien clair sur le fait que détenus et gardiens se blairent pas, mais le remake ajoute des rivalités intrapersonnelles entre membres des groupes qui aident à comprendre les motivations des détenus dans leurs erreurs sans avoir à refondre l'histoire en entier. Du coup, motivé par son désir de lui casser la tête, Sébastien quitte son assignation, laisse sa zone ouverte, elle est exploitée par les gardiens et les détenus se prennent un touchdown dans la face. Dans l'original, plan fixe, chiant, et les détenus se prennent 2 touchdowns sur des faits de jeu normaux, et même si ça fait avancer le scénario, ça ne fait pas avancer les personnages. Alors après, j'ai fait une petite pause sur ce que l'écriture du remake peut apporter, mais dans cette série, le film va un petit peu trop loin, et à force de vouloir aller trop haut, on se brûle les ailes, monsieur Icare. Déjà mettons les pieds dans le plat, le film a été réalisé par un mec qui vénère High Shield 21. Ils savent pas ce qu'ils doivent faire. Joue le jeu qu'on vient de mettre au point. Je crois que toi t'es encore sonné par le coup de tout à l'heure. Je fais à Deacon. C'est une ruse. Il passe le ballon à Crew. Mais c'est pas tout. Une scène à la fin de l'original fait que les détenus, qui pour rappel sont pas super potes avec leur gardien, prennent à partie le plus chiant d'entre eux et lui balancent des balles dans les noix pour qu'en prime il soit moins efficace sur le terrain. Un acte certes facétieux, mais compréhensible au vu des comportements de tout le monde. Le remake garde le même gag, ce serait dommage de passer à la trappe un truc aussi hilarant qu'un coup dans les parties, sauf que c'est plus les gardiens qui sont visés, mais un arbitre pas très impartial. Et ça n'a pas beaucoup de sens, parce que sur des fautes aussi énormes et dangereuses que celles montrées dans le film, un arbitre n'a aucune raison d'être partial pour qui que ce soit. C'est un peu sa responsabilité personnelle si un mec se brise la nuque sur un face mask aussi énorme. Surtout qu'il n'ait fait mention à aucun moment dans le film qu'il y ait besoin de payer les arbitres. Mais bon, passons. Mais en prime, là, on parle d'un seul arbitre, sur une équipe de 8. Les autres auraient pu et dû le supplanter, ou alors tous se prendre des balles dans les burnes. Et puis alors bonne chance pour atteindre le juge de champ qui est sur la touche à 30 mètres. Et puis en plus, le mec porte une casquette noire. C'est même pas l'arbitre principal, il a aucune autorité à appeler des fautes. Mais bon, ça c'est des petites choses que les non-initiés ne seraient même pas capables de voir. Et d'ailleurs c'est trop court pour réellement impacter la qualité du remake, qui selon mes arguments devrait en théorie écraser l'original à plate couture. En pratique, je le trouve encore un peu supérieur, mais pas de beaucoup. Et ça, c'est dû aux grosses choses que les non-initiés sont capables de voir. Ceux qui font la marque de fabrique d'Adam Sandler. Parce qu'on peut passer des heures à se demander si le fait que Michael Irvin porte du bleu foncé, ce qui, je le précise, est la couleur des New York Giants, à l'entraînement pendant 5 minutes, est une blague subtile qui référence le fait qu'il a joué aux Dallas Cowboys, leur éternel rivaux. Et je l'ai fait. Et il faut se rendre à l'évidence, dans tous les films issus de sa société de production, Adam Sandler régurgite des clichés en guise de blague et confond être un gros bâtard avec avoir un humour sur le fil du rasoir. Combinez les deux dans l'univers carcéral et tout d'un coup, la communauté LGBT en prend plein la gueule! C'est rigolo parce que c'est le titre de l'original. Je crois qu'à part la blague de la savonnette, aucun cliché n'est épargné. Du groupe de cheerleaders trans qui parlent que du cul, à Kevin Nash qui se féminise vers la fin parce que ses stéroïdes ont été remplacés par des œstrogènes, à cette inévitable intervention de Rob Schneider qui, de par une loi du Christ cosmique, est bien entendu obligé de se retrouver dans tous les films d'Adam Sandler. On a gagné! Groupe, on s'embrasse dans la douche ce soir! Peut-être pas! Peut-être pas! Et venez pas me sortir à la fin que ce film est subtilement progressiste parce qu'en fait à la fin il montre les cheers trans qui dansent aussi bien que les vrais. C'est effectivement ce qui est montré à l'écran pendant moins de 5 secondes. Écoutez la foule qui est en train de se ranger du côté de l'équipe négligée des détenus. Et c'est détruit 2 minutes plus tard par Kevin Nash qui, sous l'emprise des hormones féminines, va les remplacer avec un sourire d'un violeur d'enfants. Les détenus ne tirent de l'arrière que par 7 points.
Il n'y a vraiment pas de doute que ce rajout à l'original est absolument embarrassant, et ça vient de quelqu'un qui, dans la critique de The Comebacks, annonçait trouver la version québécoise drôle parce que le mot yard était traduit en verge. Et il est arrêté à la ligne de 17 pour un gain de 18 verges. Mais ça, c'était en 2013. 7 ans plus tard, ça m'amuse déjà plus tant que ça. Déjà parce que j'ai appris à apprécier le timbre de voix original de Terry Crews, qui a de l'amplitude et de la musicalité, et que je trouve dommage que son statut de grand noir musclé lui force à avoir un doubleur avec une voix de fumeur de 15 paquets par jour sans profondeur ni tonalité. I knew you couldn't resist my shit. I got the shakes that'll make you quake. I got the fries that'll cross your eyes. Je savais que tu résisterais pas à mes trucs. J'ai plein de choses à manger qui vont te faire trembler. J'ai des trucs à boire qui vont t'émouvoir. D'ailleurs, il en va de même pour Michael Irvin, mais comme sa voix originale est pas ouf, celle-là je suis prêt à le laisser passer. Mais surtout, ça me fait plus rire, parce que je réalise que c'est le cœur du problème avec ce remake. Quand l'original cale le mot nègre, il est acceptable dans le contexte du scénario, que j'explicite pas d'ailleurs, ça vous forcera à aller voir l'original. Non seulement le remake a perdu une bonne partie du contexte, ce qui fait qu'en changeant de contexte, ça devient un peu une insulte de seconde zone. Est-ce que c'est un mot qui t'offusque, négro? Mais en prime derrière, retrouve une cible à l'époque facile et tape la communauté LGBT avec des vannes tout aussi faciles qui, en 15 ans, sont devenues des plaisanteries de mauvais goût et leur dégradation est pas prête de s'arrêter. Et ton grain de beauté sur la fesse? Je l'ai inventé peut-être? Grain de beauté sur la fesse, c'est vraiment n'importe quoi. Et le jour où ces moqueries deviendront inacceptables à mes yeux, l'original sera à nouveau le meilleur film, et je suis persuadé que pour certains c'est déjà le cas. Avant de commencer la production de cet épisode, j'étais parti pour couronner le remake, et je pense avoir expliqué en détail pourquoi. Visuellement, il est à des années-lumière, et fondamentalement, il exploite mieux les codes du cinéma, et pourtant, il est condamné par un choix très malvenu qui le gangrène petit à petit, et d'ailleurs c'est la leçon que je tire de ces deux films. L'œuvre évolue avec le temps, et un choix qui peut paraître pertinent à l'instant T peut provoquer sa perte 5, 10, peut-être 20 ans plus tard. Ça va en faire des revisites des remakes Disney dans 30 ans, surtout quand on sait que les débats sont déjà houleux avant même que les films ne soient terminés. N'est-ce pas, Ariel ?